Bonjour. Donc, quel rôle de l'actuaire dans la fabrique de la réglementation? Donc, c'est le titre de notre atelier et c'est la question que nous nous sommes posée face à l'avalanche des textes récents et en préparation. Alors, quelles sont les actions de l'Institut des actuaires auprès des autorités françaises, européennes? Est-ce qu'on en fait assez, nous, actuaires, pour faire comprendre les enjeux techniques et permettre d'aider les décisions des politiques pour qu'ils aient des choix suffisamment éclairés? Est-ce que notre statut d'association d'utilité publique, elle nous oblige, cette situation? Est-ce que, en fait, les actuaires qui travaillent dans des sociétés sont en conflit d'intérêts et que ça peut les gêner avec ce statut d'utilité publique et de porter une parole d'utilité publique? Est-ce que les actuaires ont un poids suffisant en France, en Europe? Est-ce qu'on est trop pointilleux pour expliquer d'une façon claire, pour communiquer clairement et dégager clairement les principaux résultats qui pourraient être utiles pour les politiques? Donc, comment comprendre où sont les leviers d'action pour améliorer, nous faire mieux entendre et que les lois et les réglementations qui vont nous être appliquées nous conviennent bien? Et donc, pour éclairer ces deux sujets, nous avons à ma gauche Nicolas Maresco, un collègue actuaire que vous connaissez bien, actuaire certifié. Vous connaissez bien parce qu'il est actif dans de nombreux groupes de travail et il contribue grandement. Et à ma droite, Pierre François, qui est également bien connu des fidèles des séminaires de la chaire Paris, dont il est co-responsable, et qui est par ailleurs professeur à Sciences Po, et qui a commis de nombreux ouvrages, articles, etc., mais notamment avec notre collègue Sylvestre Frézal, il a commis un livre absolument passionnant qui se lit comme un roman et qui est intitulé « La financiarisation de l'assurance, enquête sur Solvabilité 2 ». Et c'est marrant parce que ça se lit vraiment très, très agréablement. Brigitte Dubu, qui est une actuaire certifiée, qui est responsable du groupe de travail Enjeux et éthique, groupe de travail qui fait de la veille réglementaire au sein de la commission innovation, donc particulièrement pour les nouveaux risques. Elle n'a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais elle avait très activement participé à cet atelier et nous étions tous les quatre bien ensemble sur ce sujet. Moi-même, je suis actuaire certifiée. Je m'occupe de plusieurs groupes de travail au sein de la commission innovation et de la commission finance également. Donc, je tiens, avant de passer la parole aux intervenants, je tiens à remercier plusieurs collègues qui nous ont aidés. Et je demande à ceux que je ne vais pas citer de bien vouloir m'en excuser. Thomas Béard, bien sûr, qui a tellement œuvré, qui œuvre encore beaucoup pour le rayonnement des actuaires au sein de l'Europe et puis maintenant de l'international. Mathias Pilaudin, qui est en charge des relations avec l'AAE, qui est l'Association européenne des actuaires. Valérie Jost, que tout le monde connaît, et Stéphane Lemaire, et puis Samuel Sioui, qui est le responsable salarié de l'Institut des actuaires, qui fait toute la coordination des groupes de travail sur les aspects donc, scientifiques, et on remercie grandement pour tout son travail. Donc, il y a beaucoup d'actuaires qui interviennent, notamment aux côtés des actuaires allemands, pour faire du lobbying technique auprès des actuaires européens. Alors, j'emploie exprès le mot lobbying parce que je sais qu'il choque les oreilles pudiques des actuaires, mais tout le sujet est un petit peu là, et donc on pourra en parler après. Donc, faire valoir notre point de vue technique pour éclairer les décisions. Eh bien, je vais d'abord passer la parole à Nicolas, qui va exposer notre problématique, puis Pierre interviendra pour nous raconter les dessous de la manière dont ça s'est passé pour Solvabilité 2,
Et enfin, alors pour ceux qui étaient, certains d'entre vous sont un peu jeunes, mais pour ceux qui sont un petit peu plus de bouteille et qui étaient un petit peu en responsabilité, son livre est marrant parce qu'il y a des gens quand même qu'on peut reconnaître, même s'ils ne sont pas cités. Mais ça, c'est pour les vieux, ça. Mais vous verrez que c'est extrêmement intéressant. On peut tirer vraiment beaucoup de leçons sur la manière dont les choses se sont passées, les failles, les erreurs. Enfin, on reviendra donc sur la situation actuelle pour voir si ça a évolué, qu'est-ce qui a évolué par rapport à l'époque Solva 2. Nicolas, je te passe la parole. Merci. Est-ce qu'il y a parmi vous des actuaires ou non-actuaires qui interviennent au sein soit de l'Institut des actuaires, soit de vos entreprises pour travailler sur la fabrique de la régulation? Donc pas assez. Il y a quand même une personne, et donc félicitations. Oui, et c'était un pourcentage qui n'est quand même pas négligeable. Oui, mais ça prouve bien qu'aujourd'hui, il y a une tendance à se dire déjà, bon, la réglementation, ça va arriver. Et il y a d'ailleurs une innovation et une envie des régulateurs de créer de la réglementation. Et déjà, il y a des choses qui se passent en France. Vous avez un exemple ici au niveau des véhicules connectés et demain autonomes, avec à la fois des éléments obligatoires et des éléments qui vont plutôt toucher les services, l'utilité, avec les véhicules connectés. Ça, c'est en France. Il y a déjà des travaux avec le Trésor, avec d'autres acteurs. Ensuite, c'est au niveau européen que ça se passe maintenant. Alors, Pierre va nous parler de Solvabilité 2, des directives et autres, et vous voyez qu'il y a un certain nombre d'acteurs. Sauf que de plus en plus maintenant, c'est même plus des directives ou quelque chose qu'on va pouvoir appliquer ou personnaliser à un niveau national, mais ça va arriver comme des règlements, et donc il va falloir l'appliquer. Et c'est là où votre rôle est clé, parce que si l'angle des actuaires n'est pas exprimé, personne ou peu de gens seront capables de l'intégrer. Je vais prendre un exemple. Vous avez l'Open Finance aujourd'hui avec des travaux sur la finance ouverte. Et au niveau de l'Europe, elle a tendance à se dire, je parle d'Open Finance, je ne parle pas d'Open Insurance. Et dès qu'on dit, ça aurait le coup de travailler sur l'insurance, oui, mais c'est comme le reste. On va le libéraliser, et c'est même un peu comme l'énergie. On a eu le problème, la question sur la libéralisation de l'énergie, ça s'est bien passé. Et quelque part, l'assurance, c'est un peu comme l'énergie, c'est un peu comme les comptes en banque, c'est un contenté, et puis basta. Il n'y a aucune spécificité. Le temps long, le cycle de production inversé, c'est compliqué. Mais même au niveau européen, la simple mutualisation ou le risque de démutualisation, ils ne comprennent pas. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas capables de comprendre, c'est simplement que ce n'est pas dans leur schéma mental et s'il n'y a pas des actuaires et des assureurs pour leur en parler, pour le motiver et pour parler d'autres aspects, et pas uniquement mathématiques, mais pour tout ce que ça peut trouver, on n'y arrivera pas. Et donc là, vous voyez, il pleut des hallebardes en termes de réglementation. Alors, il y a IFRS 17, il y a Solvency, dont vous nous parlez, Pierre, il y a tous les aspects sur le numérique, aussi bien sur l'intelligence artificielle, sur DORA et sur la résilience, sur l'Open Finance, dont j'ai évoqué, sur l'accès aux données des véhicules connectés. Et effectivement, s'il y a une seule personne dans la salle, et quelles que soient ses compétences, elle ne sera pas forcément en mesure de faire porter la voix des actuaires. Je vais prendre 3 exemples. Donc, l'Open Finance, le risque, c'est que demain, on ouvre un peu ce qui s'est fait sur DSP2 avec l'Open Banking, toute l'assurance à tout le monde. Mais c'est très bien dans l'esprit, et ça peut favoriser l'innovation. En revanche, de l'autre côté, vous pourriez avoir un acteur qui arrive et qui dit, moi, je vais obtenir le mandat de l'assuré de récupérer tout. Et cet assuré, je vais lui proposer des services où je vais dire, finalement, regarde, ta couverture, elle n'est pas bonne. Alors ça peut être intéressant parce qu'il peut y avoir des doubles couvertures, mais le risque, c'est qu'ils vendent derrière le prix le plus bas et qu'on se retrouve à un système anglo-saxon où quelque part, c'est le moins 10 ans, peut-être le moins cher, mais aussi le moins 10 ans, qui sera valorisé. Vous pourriez avoir aussi une insurtech qui arrive, mais qui va être demain rachetée par un GAFAM. Et l'avantage, c'est que les assureurs, les banquiers sont
protégé, on est supervisé, contrôlé, à juste titre, et bien, par le régulateur, par la CPR, par les IOPA. Et donc, quelque part, ça protège l'assuré. En revanche, si on laisse n'importe qui faire n'importe quoi, il y aura un risque demain de défaillance. Et quelque part, ça sera toujours nous, assureurs, qui vont avoir des contraintes de solvabilité que les autres n'auront pas. Quand on aura des questions de fonds de garantie, c'est nous qui viendrons en appui si jamais il y a des gens qui coulent. Sur l'EIA Act, c'est un peu la même chose. Et donc, dans la tête d'associations de consommateurs, et ça a été apporté ensuite par la Slovénie, vous avez différents niveaux d'intelligence artificielle. Un niveau simple, un niveau moyen, des niveaux à haut risque et des niveaux interdits. Alors c'est logique que certains cas d'utilisation de l'IA soient vraiment interdits. En revanche, maintenant, la tendance est de dire l'assurance, toute l'assurance, la souscription, les sinistres, etc., c'est de l'intelligence artificielle au risque. Donc quelque part, c'est un peu comme si on faisait une centrale nucléaire ou si on faisait une voiture autonome qui allait foncer dans les gens, c'est le même niveau de risque si jamais les amendements passent. Et donc, quelque part, même demain, vous feriez de la reconnaissance d'image pour faciliter la lecture de devis dentistes et accélérer un service de remboursement à vos assurés. Non, c'est de l'assurance à haut risque, on ne peut pas faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas un moyen de faire, mais il y aurait de telles contraintes derrière que finalement les assureurs seraient peut-être moins enclins à développer de l'IA au service des assurés. Donc vous avez vraiment une tendance sur le grand public et ce qui se reflète au niveau des régulateurs européens à dire non, l'assurance c'est mauvais, c'est l'exclusion, c'est la discrimination, c'est le surtarif, vous êtes des méchants. Et tout le côté protégé, tout ce qui peut se passer en termes de régulation et le fait de pouvoir avoir un recours, ça c'est oublié. Et l'accès aux données des véhicules connectés, le risque c'est effectivement que vous avez Amazon qui s'allie à Renault, pas Stellantis par exemple, pour monétiser ces informations et demain éviter que toute la chaîne aval, les réparateurs, les assisteurs, les préventeurs, les assureurs soient capables d'utiliser ça. Donc il y a vraiment un enjeu qu'en tant qu'actuaire, vous faisiez porter la voix à la fois en termes d'utilité publique et par rapport, vous êtes toutes votre voix au chapitre. Merci. Effectivement, ce que dit Nicolas est extrêmement important. Le numérique a apporté énormément de choses à la société, bien évidemment, mais à vrai dire, c'est un risque qu'on avait vu dès 2014. Le fait que la puissance des algorithmes, la puissance des ordinateurs permettent de croiser plein de données, rend ces données plus sensibles, avec un risque pour la vie privée. Et dès cette période, on a craint que le numérique réduise la capacité d'utilisation de données des assureurs. C'est-à-dire que toute la société se met à utiliser des données et c'est exactement le contraire pour l'assureur, puisqu'on vous rétorque « oui, mais ça c'est pour l'intérêt de l'assureur ». C'est-à-dire comme si chaque fois que l'assureur utilisait des données, ce n'était pas pour l'utilité publique générale, du fonctionnement du métier et de la fonction de l'assurance. Ce n'était pas pour le bien des clients, c'était forcément pour le bien de l'assureur, que derrière, je ne sais pas ce que ça veut dire, ses actionnaires probablement. Mais ça, c'est l'état d'esprit qui est partout. Et elle est bien sûr chez les instituts de consommateurs, mais elle est dans l'esprit des régulateurs. Et parce que le modèle inversé n'est pas compris, c'est trop complexe. C'est le seul modèle économique qui est inversé. Le fait qu'on vende une promesse, c'est trop complexe. Et cette complexité, on n'a plus le temps. On n'avait déjà pas tellement le temps avant, mais maintenant, dans ce monde qui s'accélère, on n'a pas le temps. D'où la nécessité vraiment de faire probablement pour nous beaucoup d'efforts de pédagogie, de comprendre. On va voir, il y a les lieux de pouvoir, etc. Mais même au-delà, on a sûrement un gros travail à faire nous-mêmes pour mieux comprendre où sont les obstacles psychologiques, intellectuels dans la manière de nous exprimer. Mais avant de passer à ça, on va voir comment ça se passait
et autrefois, dans les temps anciens. Et Pierre, tu vas nous raconter ça et nous montrer, nous dire aussi un peu les leçons à tirer de cette histoire. Oui, alors, merci d'abord de m'accueillir et me donner la possibilité de présenter des bouts de ce livre. Enfin, je ne présente pas le livre, je vais essayer de répondre à la question, mais d'y répondre de manière rétrospective, savoir quel a été le rôle des actuaires dans la fabrique de Solvency II. Et de ce point de vue-là, ce que je vais vous raconter, c'est quelque chose d'assez différent en fait de ce qui vient d'être dit, puisque le rôle des actuaires, il a été central dans la fabrique de Solvency II. Il a été central, mais dispersé. En gros, c'est ce que je vais maintenant essayer de vous dire. Et les actuaires comme gros professionnels constitués, qui pourraient avoir disons une forme de conscience d'eux-mêmes, de stratégie collective, etc. En fait, il n'a pas vraiment existé dans le dispositif. En revanche, plein d'actuaires, à toutes les étapes du dispositif, ont joué un rôle absolument déterminant. Alors, pour vous raconter et de ce point de vue-là, juste une remarque par rapport à ce que tu disais, Nicolas, il y a un certain nombre, le propre de Solvency II, c'est de dire, en fait, on va dédier une régulation spécifique à ce secteur. Donc, il n'est pas anormal que des actuaires se soient retrouvés au cœur du truc. Dans ce que tu racontes, par exemple, sur l'intelligence artificielle et le risque nucléaire et le risque de voiture, c'est pareil. C'est complètement différent. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est l'idée d'une transposition. C'est-à-dire on fait des règles du jeu qui sont complètement générales et on peut les déplacer en fait d'un secteur à l'autre. Et là, effectivement, la présence de l'actuaire, elle est beaucoup moins naturelle, quoi. Alors, un petit mot d'abord pour comprendre ce que c'est que, enfin, comment est né Solvency II. Il faut peut-être le plus simple, c'est de partir de la trame chronologique. Comme beaucoup de régulations européennes, et notamment comme beaucoup de régulations financières, mais pas seulement, hein, comme beaucoup de régulations européennes, Solvency II, ça a pris beaucoup de temps à voir le jour, en gros une quinzaine d'années. Le lancement un peu inédit de Solvency II, c'est 1999, l'entrée en vigueur, c'est 2016, et l'adoption de la directive, c'est 2013. Enfin, l'adoption de la deuxième directive, en fait, Omnibus 2, c'est 2013. Donc ça veut dire qu'il y a en gros une quinzaine d'années de négociations. Je rappelle que pour la directive sur les fusions-acquisitions qui a été adoptée au début des années 2000, ça a duré 25 ans, la négo. Donc c'est un laps de temps qui a un côté presque loufoque, quoi, en fait, hein, quand on réfléchit. Alors, dans le cas de Solvency II, c'est particulièrement délirant parce qu'il y a une crise au milieu, donc ça a tout fait exploser. Enfin bon, donc, mais disons que évidemment ces durées de régulation, enfin un quart de siècle ou 20 ans, ça a un côté un peu délirant. Et ça explique pas mal de choses, je crois, sur le résultat, en fait, en termes de complexité de Solvency II, parce qu'évidemment, en 15 ans, on a le temps de pondre beaucoup de sophistication, quoi. C'est-à-dire que là, c'est pas un problème. Alors, sur la trame, si je dois la décrire, en gros, ça commence par un geste qui est un geste qui est pas inédit, hein, en politique publique, ça existe, hein, ça arrive, mais enfin, c'est quand même pas super fréquent, qui consiste à débarrasser la table d'un coup. Et donc, en fait, au début des années 90, il y a un certain nombre de directives qu'on a rétrospectivement appelées Solvency 1, mais qui, à ce moment-là, n'avaient rien demandé et qui c'était juste des directives normales, quoi, qui sont publiées, adoptées et qui viennent en fait entériner, stabiliser, disons, un ensemble de règles qui se sont construites à partir de travaux qui datent, pour les plus anciens, de l'entre-deux-guerres, mais surtout en fait de l'après-Deuxième Guerre mondiale, qui ont été fabriqués d'abord au sein de l'OCDE et puis qui se sont progressivement empilés, etc., et qui ont sédimenté comme ça dans des règles européennes. Et tout ça est à peu près stabilisé au milieu des années 90. Et à la fin des années 90, pour des raisons que je ne détaille pas ici, il est décidé de manière très abrupte de dire bon, ça ne va pas du tout, on change tout. Et donc il y a un geste comme ça qui est un geste très volontariste, qui n'est pas absurde, hein, je veux dire, c'est pas, je dis pas que les gens ont eu tort ou ont raison, je veux dire, j'ai dit qu'ils ont eu leur raison de le faire et qu'ils n'étaient pas complètement, enfin voilà, même si rétrospectivement, c'est un geste une espèce d'hubris constructiviste, hein, comme dirait Hayek, hein, une espèce de truc comme ça où on dit bon voilà, on va reconstruire le monde social à partir de zéro, en avant, quoi, bim. Bon,
Donc évidemment, alors ça pour un chercheur en sciences sociales, c'est du pain béni, quoi. C'est-à-dire, ce type de moment, c'est assez merveilleux, quoi. Donc on peut se demander d'abord qu'est-ce qu'il leur a pris, quoi. Et puis ensuite, sachant que le truc marchait quand même à peu près, quoi. Enfin, il n'y avait pas eu de grosse faillite. Enfin bon. Donc là, c'était une espèce de geste comme ça très volontariste. Et ensuite, on a pendant en gros 3 ans, on a un temps d'exploration qui est un temps d'exploration polycentrique avec la production de plein de rapports. Enfin plein de rapports, essentiellement 3. Le rapport Sharma, qui est un rapport que la Commission européenne commande à un grand superviseur anglais, etc. Bon, voilà, très, très légitime. Le rapport est assez vide. Il y a un rapport KPMG qui lui est vraiment très vide. Et puis il y a une série de notes qui sont produites par un actuaire patenté français, qui produit une quinzaine de notes à l'intérieur de la Commission, à l'intérieur de l'entité assurance de la Commission européenne, et qui va véritablement... Alors là, pour le coup, là, c'est pas vite du tout. C'est très très dense, et toutes les questions sont explorées de manière systématique et assez agnostique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc où... Voilà, on explore des hypothèses. Enfin, c'est vraiment c'est des notes d'une qualité. Enfin, là, pour le coup, je trouve ça vraiment très, très, très bien écrite. Et moi, j'ai fait un long entretien avec la personne qui a écrit ces notes, et qui est un ancien superviseur français, hein, enfin, qui est toujours d'ailleurs, je crois, qui a exploré de manière systématique plein de questions qui lui avaient été posées par son patron. Et donc, hop, il les prend les uns après les autres, avantages, inconvénients, pros and cons, etc. Enfin, le truc est très, très robuste, très, très systématique. À partir de 2002 s'engage une phase de réflexion qui est une phase de réflexion dans laquelle il y a un certain nombre d'options qui vont être posées, je vais y revenir, et puis à partir de ces options, il y a en 2007 une proposition de directive, donc le process européen, c'est la Commission propose un texte, et ensuite la Commission, le Conseil, donc les différents trésors en fait nationaux, et puis le Parlement, donc essentiellement 3 bons hommes qui s'intéressent un peu au sujet, quoi, à l'intérieur du Parlement européen. C'est pas ironique, hein, ce que je dis là, c'est que les directives étant très techniques, elles sont travaillées par des gens qui ont une forme de compétence technique aussi. Hein. C'est pas du tout aberrant que ça se passe comme ça. Et donc ces gens-là doivent discuter, se mettre d'accord, et puis à la fin du compte, le Conseil, le Parlement adoptent la directive. Le truc, c'est qu'ils adoptent la directive, enfin au milieu de la négociation et de la finalisation de la négociation de la directive Solvency II à proprement parler. Il y a la faillite de Lehman Brothers, un cataclysme financier que nous connaissons. Donc le truc est bloqué, enfin bref, c'est très compliqué. Et puis le Conseil finit par, donc les chefs d'État, en l'occurrence les ministres et les chefs d'État, finissent par dire bon, ben, on y va, et ils entérinent un état des négociations. Et puis, dès qu'on commence à rentrer, donc une fois que la directive est adoptée, ben, c'est un peu comme en France les lois et les décrets, on descend. Et on voit un peu comment il faut appliquer le truc, quoi. Et à partir du moment où on a commencé à sortir les règles d'application, tout le secteur assurantiel a dit non mais ça va pas bien, vous êtes complètement dingo, ça va faire tout péter. Et donc il a fallu réouvrir la discussion. Alors je ne rentre pas dans le détail sur les raisons qui font que cette discussion n'a pas pu se mener au niveau, disons, de ce qu'en France on appellerait des décrets d'application. Il a fallu du coup refaire une autre directive, qui est la directive Omnibus 2, qui est une directive un peu foutaisie-tout, quoi, si vous voulez, dans laquelle on a mis un peu tous les trucs, toutes les rustines qu'on voulait ajouter en fait à Solvency 2. Et là, on est rentré dans un nouveau cycle de négociation très très long, qui a duré à nouveau 4 ans, et qui à nouveau a été tranché à la fin du compte par les ministres qui ont mis une butée pour une raison qui était la même qu'en 2009, qui se disait le Parlement va être réélu. Là, on a une majorité au Parlement qui est prêt à voter un truc. Donc on le fait avant qu'il y ait l'élection, parce que sinon on va repartir potentiellement pour un cycle de 4 ans. Alors, ce qu'il faut retenir de ce process, c'est qu'il va impliquer à la fin énormément de monde, mais au début très peu. Ça, c'est la première chose, c'est qu'au début, quand je dis très peu, sur la période 99-2002, c'est, comme je l'ai dit, c'est entre 5 et 10, 15 personnes, mais jusqu'en 2005, c'est pas beaucoup plus. C'est tout petit. Il y a très 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 peu de monde qui s'intéresse à ça. Et ça, c'est très important par rapport à la slide suivante, puisque c'est à ce moment-là que des options fondamentales sont prises. Et à partir du moment où les options sont posées, où elles sont connues,
où les fédérations, notamment les fédérations d'entreprises, viennent voir la commission en disant bon, qu'est-ce que vous êtes en train de nous fabriquer? À partir du moment surtout où il y a des KISS, en fait, où il y a des stress tests, bon bah là, les gens se disent bon sang, il faut qu'on vienne. Et là, on se retrouve avec de plus en plus de monde qui sont impliqués. Mais donc cette slide-là, pour la comprendre, il faut la mettre en regard d'une autre slide qui est quand est-ce qu'on décide quoi, en fait, et quand est-ce que les options fondamentales sont prises. Et comme je l'ai écrit, donc on ne prend pas les décisions tout de suite. C'est-à-dire qu'il est complètement faux de dire que dans les notes de la commission de 2002 ou dans le rapport Sharma ou dans le rapport de KPMG, tout est écrit. Il y a très très peu de choses qui sont figées en 2002, mais en revanche, en 2005, il y a des options fondamentales qui sont prises. Les options fondamentales ont été prises et surtout ces options, elles vont considérablement réduire l'espace des possibles. Parmi ces options fondamentales, il y a l'idée de raisonner en comptabilité en valeur de marché. Ça a l'air trivial, mais c'était discuté. Pas beaucoup, mais un peu. Il y a une autre option, là aussi ça va vous sembler complètement trivial, mais qui, alors là pour le coup, a été vraiment très très discutée, c'était de savoir s'il fallait avoir un capital modélisable ou pas. Savoir si la modélisation du capital, elle devait être laissée à la discrétion des entreprises ou pas. Avec évidemment un regard du superviseur sur des documentations qui font la taille de l'encyclopédie universaliste, donc vous voyez le niveau du contrôle, mais tout ça, ça a été discuté. Et ça a été tranché en fait très très tôt. À un moment, on était encore sur quelques 10-15 personnes qui prenaient les décisions. Alors évidemment, tout n'était pas figé à ce moment-là. Mais une fois que vous prenez des décisions, une fois que vous dites, voilà, il faut calculer le chargement du capital en action sur un horizon d'1 an, et pas sur un horizon de 4, 5 ou 10 ou 15 ou 30, eh ben voilà, c'est fini. C'est terminé et ça va complètement surdéterminer ce qui va être possible ou pas. Et une grande partie de ce qui se joue derrière, à partir de 2005, c'est en fait essayer de travailler à l'intérieur d'un tunnel qui a été défini, qui est très étroit, très rigide, et qui a été défini en fait très tôt par un tout petit nombre de personnes. Alors, la logique, si vous voulez, ce qui se joue à partir du moment justement où on rentre dans cette phase horizontale, là, à partir de 2005, ben c'est ce qu'on appelle un sentier de dépendance, où si vous voulez, ben c'est bon, quoi, on a mis le doigt dans l'engrenage, et donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Et la seule option qui s'ouvre, c'est une option qui consiste à dire soit on arrête, et on reprend tout, et il y a eu des pressions très très fortes qui se sont exercées à plusieurs époques pour essayer d'avoir ça, soit en fait on continue, mais dans ces cas-là, on accepte les options fondamentales qui ont été posées au départ. Alors, là-dedans, où sont les actuaires? Donc là, j'essaie de répondre à la question de la table ronde. En fait, les actuaires, ils interviennent partout, tout le temps. Voilà. Les actuaires sont partout dans le process. Alors, le truc, c'est que du coup, la question qu'il faut se poser, c'est, bon, s'ils sont partout et tout le temps, on peut se demander, mais alors, ils sont plus précisément, ils viennent d'où? Qui les fait intervenir? Alors, il y a en fait beaucoup de... Là, j'ai mis en gros les périodes d'intervention en gros des actuaires indexées ou disons repérées par leur appartenance organisationnelle en fait. Et on voit que les actuaires, ils interviennent très très tôt au niveau de la Commission. L'entité assurance de la Commission européenne, en gros, vous avez deux profils intellectuels, vous avez des juristes et vous avez des actuaires. C'est minus, c'est 10-15 personnes. Et les gens qui sont engagés dans la rédaction sur la nouvelle régulation avant 2002, ce sont des actuaires. Ce ne sont pas des juristes. Les juristes, ils vont intervenir un peu plus tard, ils vont intervenir, ils vont tirer sur certaines solutions, etc. Ok, mais ils interviennent plus tard. Donc, donc j'ai mis END, parce que les END sont les experts nationaux détachés, donc en gros, ce sont les superviseurs de pays qui sont envoyés à la Commission, qui travaillent pendant 2-3 ans à la Commission comme experts, donc ce sont des gens très très qualifiés, hyper bons, qui ont exploré l'univers des possibles et qui ont contribué à le refermer. Alors pas complètement, hein, le patron de la commission de l'époque, Karel Van Nulle, a joué un rôle déterminant dans la fermeture de ces options. Karel Van Nulle, qui pour la petite histoire était celui qui avait porté sur les fonds baptismaux la régulation en valeur de marché au niveau des règles comptables européennes. Ensuite, les actuaires, ils interviennent d'abord dans le travail que font les superviseurs nationaux pour essayer de comprendre et pour essayer de peser sur ce qui se passe. Ils interviennent également au sein du superviseur européen qui, à ce moment-là, est en train de se construire, très progressivement et de manière d'abord un peu informelle, et puis à partir de 2009 et du rapport de Larosière, de manière beaucoup plus institutionnalisée. Mais tout ça, c'est blindé d'actuaires, en fait. C'est que des actuaires qui travaillent là-dedans.
Et puis les actuaires, ils travaillent énormément dans les entreprises. C'est-à-dire que quand il y a des KISS, quand il faut essayer de comprendre, là encore, en quoi va consister cette réglementation, c'est les actuaires qui travaillent. Les entreprises, les cabinets de conseil, qui ont été très très actifs dans la fabrique de la régulation, très actifs. Les actuaires, ils sont aussi présents dans les fédérations d'entreprises. En général, les actuaires qu'on retrouve et qui travaillent pour les fédérations d'entreprises sont en général des actuaires qui travaillent pour des très grandes entreprises du secteur et qui sont mis à disposition, en gros, des fédérations pour pouvoir nourrir une expertise. Et puis, enfin, tout en bout, tout en haut, très loin, etc., on a les associations professionnelles. Et ce dont tu parlais au départ, c'est au fond la question de savoir, mais l'association professionnelle, où est-ce qu'elle intervient, comment, et comment elle peut porter la parole d'eux, etc. Alors, moi, pour terminer là-dessus, je voudrais dire, voilà, si votre question, je reprends les termes qui ne sont pas les miens, hein, mais la question que posait Florence au départ, qui est comment peut-on faire pour essayer de peser dans un process comme celui-là ? La première chose qu'on peut retenir, c'est qu'en tout cas, au niveau européen, il faut intervenir tôt. C'est-à-dire que cette logique d'engrenage que je vous ai décrite, c'est une logique qui est très très générale, qui vaut dans tous les secteurs. C'est-à-dire que toutes les réglementations européennes sont techniques. Toutes. Il n'y a pas que la finance qui est technique. Si vous réfléchissez sur la régulation du secteur phytosanitaire, enfin, je veux dire, c'est ultra technique. Et les options techniques qui sont posées au départ, une fois qu'elles sont posées, c'est terminé. La messe est dite à 80%. L'univers des possibles s'est considérablement réduit. Donc il faut intervenir tôt, et pour ça, il faut être attentif. Dans les entretiens que moi j'ai pu faire, dans ce que j'ai pu reconstituer, on voit que l'attention à Solvency II, elle intervient, en fait, elle arrive très très tardivement. Y compris quand vous dépouillez la presse professionnelle. Moi, j'ai dépouillé l'Argus de l'assurance, etc., sur 20 ans et tout. On en parle très très peu avant 2005-2006, très très peu. Après ça, on en parle tout le temps. Mais c'est trop tard, c'est fini. Deuxièmement, la question, c'est quelles sont les voies de l'influence ? Et ça pose la question du processus décisionnel européen. La Commission, elle reçoit tout le monde et elle écoute que quelques personnes, en fait. Et elle n'écoute pas forcément les gens qui ont plus de sous. Ce qu'ont, par exemple, très bien compris les cabinets de conseil, en tout cas, moi, sur ce que j'ai réussi à comprendre, c'est qu'en fait, s'ils allaient toquer à la porte de la Commission directement, on n'allait pas forcément les écouter beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont délégué des actuaires dans les groupes de travail de ce qui allait devenir les IOPA, pour aller bosser en disant voilà, on vous met du personnel à disposition, nous c'est intéressant, parce que quand même comme ça on peut se tenir au courant et tout, donc il n'y a pas de problème et tout. Bim. Bon. Donc les voies de l'influence, si vous prenez ce feuilletage, là, ici, elles sont à réfléchir, je crois, stratégiquement. Et ce n'est pas nécessairement en vous présentant comme association professionnelle que vous pèserez le plus. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, c'est extrêmement instructif. Je te passe la parole, Nicolas. Je reprendrai peut-être après. Très bien. Pour commenter. Je t'en prie. Effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que l'important, c'est de faire valoir le point de vue des actuaires. Et effectivement, en tant qu'institut, et quelles sont les bonnes voies d'influence ou d'advocacy ou de lobbying, enfin, on peut mettre le mot ce qu'on veut derrière. Mais vous avez un rôle et du poids à apporter. Et en plus, c'est intéressant. Parce que soit vous attendez à la fin et dites « Ok, j'applique ce qu'on a pensé pour moi », ou bien, si je me mouille assez tôt, je vais pouvoir faire changer le monde, plus ou moins bien, et vous serez plus ou moins écouté. Mais c'est quand même plus gratifiant et plus sympa. Non seulement d'un point de vue utilité, mais aussi d'un point de vue plaisir intellectuel et de faire changer les choses. Si tu veux bien le translater. Effectivement, là, on a la chance au niveau de l'Institut des actuaires d'avoir un certain nombre de commissions et qui peuvent ensuite interagir avec l'association mondiale, on va dire, ou internationale et l'association européenne. Et donc, dans ce cadre-là, il y a plusieurs niveaux. Il peut y avoir un niveau un peu plus d'information jusqu'à un niveau d'action. Et donc, soit nous regardons passer les trains, mais pour détourner un avion, il faut être dedans, soit nous montons dans l'avion pour faire évoluer les choses positivement. Alors, effectivement, je crois qu'il s'est passé... Il y a beaucoup de choses à dire. Je ferai plusieurs remarques personnelles. Dans ce que nous a présenté Pierre, c'était, comme il l'a souligné dès le départ de son exposé, c'était un sujet d'actuaire. C'était le sujet de solvabilité.
Et donc là, finalement, les sujets auxquels nous sommes confrontés maintenant ne sont plus vraiment des sujets à proprement d'actuariat. C'est même des extensions au domaine de l'assurance, donc à l'exercice des métiers des actuaires, de choses existant ailleurs. Et c'est donc essentiellement le phénomène des nouvelles technologies, etc., qui nous embarque comme on pouvait le craindre un petit peu. Avant, nous avions nos données bien sagement rangées, tout. Bon. Le monde a profondément changé pour les actuaires à cet égard. Alors ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que l'inflation réglementaire, elle correspond aussi à une inflation d'effectifs de gens dédiés à ces travaux, pas seulement pour l'assurance, hein, d'une manière générale, pour la réglementation européenne. Et au hallebarde de réglementation, c'est le fruit du travail acharné de contingents nombreux de gens qui sont payés pour ça. Et donc, en plus, je pense que par rapport à l'époque, peut-être que j'ai tort, mais je me demande si par rapport à l'époque de Solvabilité 2, il n'y a pas aussi des bataillons encore plus importants à mettre en face de bataillons, mais peut-être que j'ai tort. Tu penses que j'ai tort? En l'occurrence, j'ai pas trop d'avis en fait là-dessus, parce que je pense vraiment que pour moi le truc crucial, c'est qu'en gros, quand on parle de la régulation de l'intelligence artificielle, jamais de la vie on va penser à des actuaires. Alors, parfois c'est bien. Là, on a un travail à la chaire santé, pas la chaire santé, à la chaire Paris. Là, on travaille sur la régulation des données de santé, de l'accès aux données de santé, etc. Donc, on a une postdoc qui travaille là-dessus. Et ce qu'elle montre, c'est qu'en gros, Satan, dans ces conditions-là, dans ce monde-là, c'est le Big Pharma. Voilà, c'est eux les méchants. Donc, les actuaires et les assureurs, ils sont bon alors du coup ils prennent aussi. Ils sont les deuxièmes méchants. Voilà, mais ils sont beaucoup moins visibles quand même dans la réflexion des régulateurs, beaucoup moins visibles. Donc il y aurait peut-être un coup à jouer. Mais je suis pas sûr en fait. Hein. En l'occurrence, je suis pas sûr de le souhaiter par ailleurs. Enfin, je suis sûr que je ne le souhaite pas. Mais en revanche, voilà, parfois le côté vivre heureux, vivons cachés, c'est pas mal. Mais en l'occurrence, il faut aussi forcer la porte sur les questions d'intelligence artificielle, parce qu'effectivement, si on vous traite comme une centrale nucléaire, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Alors, donc, donc ça, cette histoire de volumétrie du nombre de personnes en face et de la complexité quand même, ça c'est quand même beaucoup complexifié le système. Hein. Les IOPA n'existaient pas, etc. Donc il y a quand même probablement une complexité supérieure. D'un autre côté, alors nous, il faut être réaliste. Nous sommes une petite association. Enfin, en France, l'actuariat n'est pas très développé. Hein. En Europe, il y a les Anglais, enfin les Britanniques, qui, paraît-il, sont toujours très présents dans les négociations. Oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a eu le Brexit, donc tous les influenceurs anglais sont partis. Mais non, tous les influenceurs qui étaient à Bruxelles, ils sont restés. Et donc l'état d'esprit ultralibéral, il est encore en Europe. Alors ça, c'est donc un point important. Après, le deuxième corps d'actuaires en Europe, ce sont les Allemands. Et les Allemands, ils sont 2 fois plus nombreux que nous. Ils ont un nombre de salariés, enfin l'association a un nombre de salariés tout à fait conséquent. Ils ont des moyens qu'on n'a pas. Donc, soyons réalistes. Nous avons envie de jouer notre rôle. Nous avons envie que la partie se passe pas complètement sans nous. En même temps, soyons réalistes, on n'a pas des moyens très très élevés. Alors, au niveau européen, on a quand même finalement un atout, c'est que je rappelle quand même qu'en France, l'actuaire n'existait pas dans la réglementation, sauf pour les tables de mortalité, pour lesquelles il fallait un actuaire pour les valider. Après quoi, l'actuariat est entré avec la fonction actuarielle. Et puis, voilà, sinon, vous êtes actuaire
diplômé, certifié ou associé de l'Institut des actuaires, ça, vous pouvez, c'est un titre dont vous pouvez et dont je vous incite à le spécifier dans vos signatures. Mais si vous dites actuaire tout court, votre coiffeur, il a le droit de se dire actuaire. Alors que vous n'avez pas le droit de vous dire coiffeur parce que vous n'avez pas le CAP. Donc, notre position d'actuaire en France, elle n'a rien à voir avec ce qu'est un actuaire britannique ou avec un actuaire allemand qu'en général on appelle doctor. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que le fait que les choses se déplacent un peu de la France à l'Europe nous donne un petit peu plus de poids, puisque nous pouvons nous couler en ce moment avec nos collègues allemands dans des actions au niveau d'associations. Donc on a bien retenu ce que dit Pierre, qui est très juste, c'est que ce n'est pas forcément les associations qui sont les plus puissantes. Néanmoins, nous n'avons pas énormément de moyens, donc on va peut-être continuer besogneusement à faire nos classes dans ces choses-là, et ça serait bien qu'on soit plus nombreux, n'est-ce pas, à le faire. Et puis, de façon encore plus basique, répondons aux consultations. Je ne dis pas quelle est l'utilité, quel est l'impact, est-ce qu'on en tient compte, j'en sais rien du tout, mais au moins faisons-le. Oui, parce que l'Europe, si vous ne répondez pas à une consultation, quelque part, vous n'existez pas. Donc c'est un moyen, parmi d'autres, et ça peut être aussi des position papers, pour exprimer le fait que les actuaires existent. Je voudrais juste revenir une seconde sur cette idée que ça ne se passe pas au niveau des associations professionnelles. Je pense il faut que je précise un peu ce que je voulais dire par là. C'est-à-dire que ce n'est pas les associations professionnelles, pour ce que j'ai pu voir, qui sont les plus écoutées, en tout cas au niveau de la Commission européenne. C'est-à-dire que si vous toquez à la porte, là encore, on vous recevra, on vous dira bonjour, on vous filera un café, et puis au bout d'une heure, vous sortirez, et puis ça ne sera pas grave. Mais ça ne veut pas dire que l'association professionnelle ne peut pas avoir de stratégie. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des objectifs, elle peut avoir une réflexivité, un positionnement, et puis ensuite se demander mais quels sont les moyens que je dois mettre en œuvre pour faire prévaloir les intérêts qui me semblent légitimes. Et ce que je disais juste, ça touchait aux moyens, ça touchait pas en fait à la possibilité de l'énonciation d'une stratégie. Et pour énoncer une stratégie, il ne faut pas forcément être très nombreux. Souvenez-vous des bolcheviks, hein, je veux dire, c'était l'avant-garde avancée du prolétariat, et ils étaient 100. Et donc, en fait, vous pouvez avoir une stratégie bolchevique. Je veux dire, c'est possible. C'est-à-dire vous dire, ben voilà, en gros, ce qui est déterminant pour nous, c'est ça. Et ensuite, par quel canot passons-nous? Voilà. Tout à fait. Donc, peut-être un mot encore avant de vous passer la parole. On doit avoir quelques minutes pour les questions. Donc oui, pour répondre aux consultations, il faut que ça se passe par les groupes de travail. Hein, donc il y a de nombreux groupes de travail à l'Institut des actuaires, notamment à la commission innovation. Brigitte Dubuc, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous, elle est responsable du groupe de travail enjeux et éthique. On répond aussi sur les questions de blockchain, on répond... donc, participez, inscrivez-vous dans les groupes de travail, participez, parce que c'est quand même extrêmement intéressant, très enrichissant d'échanger. Ne négligeons pas la France. Les autorités françaises ont elles-mêmes, donc c'est là où en fait on est le plus présent, nous, hein, auprès de la CPR, auprès de la Direction générale du Trésor. Nous essayons... Nous avons vu le Conseil économique et social, l'Assemblée nationale, sur la partie risque cyber, par exemple. Il y a eu des consultations où l'Institut des actuaires est passé juste après la CCR. Donc, ne négligeons pas ça. Nos groupes de travail permettent également de déboucher vers ça. Nous sommes actuellement dans les groupes de travail de santé et puis nous avons participé à un groupe de travail qui n'est pas fini encore, qui est le groupe de travail du risque cyber, qui devait aboutir à un projet de réglementation
pour sortir de l'impasse de l'assurance dans laquelle on est aujourd'hui. Bon, on m'a fait lire une partie de rapports en demandant les remarques. Bon, les rapports, on sait ce que c'est, ça ne débouche pas toujours sur quelque chose, mais enfin, au moins, on est dedans. Donc, je vous dis ça parce que d'abord, c'est un travail passionnant, puis c'est sympathique, on voit des copains, et puis, c'est vraiment utile pour... on est dans notre rôle technique. Alors on va peut-être venir si vous voulez poser une question là-dessus, mais on est dans notre rôle technique avec une vision où on a une liberté qu'on n'a peut-être pas quand on est dans un groupe d'assurance ou qui a une ligne directrice extrêmement ferme. Donc sans être contraire à cette ligne, on peut peut-être avoir une indépendance technique. C'est pour ça que je parlais de lobbying technique. Mais moi je pense qu'on peut peut-être vous passer la parole pour quelques questions. Oui, on vous écoute. On va passer un micro. Bonjour, madame, messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Renate de Liers. Je ne suis pas membre de l'Institut des actuaires en France. J'ai en commun avec Karel Van Hulle que je suis belge. Je suis donc membre de l'Institut des actuaires en Belgique. Je réside en France. Enchantée de faire votre connaissance, Florence. Enchantée, merci de votre présence. Je travaille donc en Afrique depuis 30 ans. Et donc là, je travaille essentiellement pour des régulateurs. Et donc, oui, je collabore donc dans les services de régulation pour l'élaboration des réglementations. Pas Solva 2, je ne connais pas Solva 2, je m'excuse, mais je connais les PBA. Parce que lorsqu'on travaille dans l'international, on se base sur les PBA, donc les principes de base d'assurance de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance. Donc en Afrique, qu'est-ce qu'on constate? Je travaille aussi bien dans les pays francophones, arabophones qu'anglophones. Ben, on constate que dès le début, dans les pays anglophones et arabophones, il y a pas mal d'actuaires. Et c'est grâce à ça que dans la réglementation, on trouve l'exigence que le responsable de la fonction actuarielle ou le appointed actuary doit être actuaire qualifié d'une association titulaire de l'association actuarielle internationale. Malheureusement, ça se limite aux associations anglo-saxonnes. Malheureusement. Donc, moi, je ne suis pas actuaire là-bas. Mais j'ai accepté, c'est pas un problème, parce que finalement, je fais le travail d'un actuaire. Mais c'est grâce aux associations que, dès les débuts, les actuaires sont impliqués et qu'on en tient compte lorsqu'on rédige les articles sur qui doit signer le rapport de l'actuariel, qui est le chef de la fonction actuarielle et même qui est le chef de la fonction gestion des risques. On est plus avancé au Kenya qu'ici, à ce moment. C'est vrai. Ensuite, donc... bon, plus que ça avance, malheureusement, on voit que les juristes prennent la relève. Moi, je dis toujours, on a besoin des juristes. Donc, mon background est juriste aussi. Et donc, on a besoin des juristes pour les points et les virgules, mais pas pour les contenus. Et c'est donc là où on voit que dans les pays francophones, surtout, on dévie complètement. Voilà. Donc ça, je voulais vous dire, partager comme une conception du droit qui est très différente. Oui. Qui est... Oui. Et donc, dans les pays francophones, on n'existe pas. On est encore à 121. Années 60, en France, on n'existe pas du tout. Tandis que dans les pays anglophones, par le fait que les associations sont très, très fortes, bien représentées dans la société, qu'on a pu s'asseoir sur quelque chose. Donc ça, je voulais donc partager avec vous. Maintenant, j'ai une question pour monsieur. Donc, je connais Karel Van Hulle, c'est un ami. Nous venons de la même université. Je suis flamande, je viens de l'Université catholique de Leuven. Donc, je connais Karel très, très bien. Et donc, j'ai aussi suivi donc, les activités de l'élaboration. Donc, la question que je pose, pourquoi la profession actuarielle a finalement perdu la bataille? Parce que lorsque vous regardez l'article sur qui est le chef de la fonction actuarielle, mais pourquoi on n'a pas dit qu'il faut être actuaire qualifié? Pourquoi là, Karel a abandonné la profession actuarielle? Pourtant, Karel est un juriste actuaire.
on n'a pas de souci de discuter avec lui du modèle le modèle interne, etc. Pourquoi est-ce qu'il a abandonné là? Parce que c'est là où on a perdu. Tandis que les Anglais, bon, c'est maintenant le Brexit, mais donc heureusement, en Angleterre, les actuaires n'ont pas perdu, hein, parce que le chef de la fonction actuarielle est un actuaire. Pourquoi Karl là a abandonné notre profession? Ma réponse courte, ça serait demandez-lui, du coup. Alors moi, j'ai pas centré du tout mon enquête sur la question des actuaires. Là, j'ai complètement excentré ma présentation sur cette question-là, en reprenant en gros ce que j'avais compris du process de Solva 2, mais j'avais pas du tout une entrée par profession. Ma compréhension, donc je ne peux pas vous donner une réponse ferme là-dessus, pourquoi il a lâché là-dessus, etc. Est-ce qu'il a d'ailleurs voulu tenir? Je ne sais pas. La ruse, si je puis dire, le compromis, c'est, si je ne me trompe pas, c'est le fit and proper. C'est de dire, voilà, il faut que oui, d'accord, mais je sais que les acteurs français, quand c'est pas balisé justement par une législation nationale, ils sont pas contents, parce que c'est pas suffisamment ferme, le fit and proper. Parce que qui est fit and proper? Pour dire que moi, je suis assez fit and proper comme gars, quand même. Mais je suis pas du tout actuaire, ni de près ni de loin. Et donc, c'est comme ça que le compromis a été passé. Je ne serais pas surpris, mais là encore, je n'ai pas enquêté spécifiquement ce point, donc je ne peux pas vous répondre. Mais je ne serais pas surpris si on me disait qu'il y a eu une bagarre là-dessus. Parce que précisément, c'est un point qui est un point déterminant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, des professions réglementées, des professions qui ont un territoire balisé, il y en a très peu. Il y en a beaucoup qui veulent le devenir. Beaucoup de corps de métier veulent le devenir. Les architectes d'intérieur aimeraient avoir un truc, etc. etc. Les architectes l'ont. Les architectes d'intérieur voudraient bien avoir un machin aussi pour eux. Il y a beaucoup de professions qui veulent le devenir. La position, je ne sais plus qui s'en occupe de ce truc-là, dans quel ministère on s'occupe de ça, mais la position de l'État en la matière est systématique. Depuis des décennies, c'est de refuser ça. Donc je ne serais pas surpris qu'il y ait eu une bagarre sur ce point précis pour faire en sorte que ce ne soit pas écrit et que dans l'océan de négociations complètement polycentriques qui ont animé en fait la mise en place de Solvency 2, il y a eu à un moment une négociation sur ce terme de fit and proper et puis maintenant on passe à autre chose, quoi. D'autres questions? Bonjour. Alors, en fait, c'est plus une remarque pour rebondir par rapport à ce qu'on a discuté, par rapport à la reconnaissance du coup du métier d'actuaire en France, comme vous dites. Justement, dans la continuité de ce que vous dites, je pense que le fait qu'on soit un institut et pas un ordre, au même titre que la médecine, les avocats, les pharmaciens, en fait, on a moins, on va dire, de légitimité à être peut-être écouté par les instances gouvernementales, dans la mesure où on n'a pas de responsabilité, on va dire, pénale. Finalement. Oui, alors ce que vous dites est tout à fait juste. Nous ne sommes pas un ordre, mais nous avons une organisation ordinale et nous sommes reconnus d'utilité publique, ce qui est extrêmement important en France. Hein, nous sommes une RUP et ça vaut vraiment quelque chose. Et alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est mon vécu pour le cyber-risque, puisque j'ai été responsable, je suis responsable de la relation avec la Direction générale du Trésor sur ce sujet, c'est que moi, j'ai exhibé nos actuaires chercheurs. Parce que eux, c'est pareil en santé, ils sont purs. Par définition, des chercheurs en France, ce sont des gens bien. Alors que quand on travaille pour une société d'assurance, là, il faut faire attention. Ce qui n'est pas le cas en Allemagne, où nos amis allemands, actuaires allemands, Allianz ou autres, sont dans les associations et avec leur étiquette Allianz. Et s'il y a un moment où la ligne Allianz n'est pas tout à fait la même, ils s'en sortent en étant éthiques et avec leur conscience. Et donc,
ce que j'ai vu, moi, pour le risque cyber, c'est qu'en apportant du contenu scientifique, c'est-à-dire de l'actuariat labellisé par un article académique, alors là, c'est le top. Et on vous ouvre les portes et on est parfaitement crédible. Et alors après, la porte est ouverte, donc on peut dire d'autres choses. Et alors, ce qui est très intéressant, je terminerai par là, c'est que par contre, les startups, elles, on les écoute au niveau des pouvoirs publics en ce moment. C'est très bien vu. Et pour le risque cyber, mon expérience, c'est que ces startups fondées avec des actuaires, ils disent pas qu'ils sont actuaires. Ils disent qu'ils sont data scientists, ils disent qu'ils sont ingénieurs, mais ils disent plus qu'ils sont actuaires. C'est comme statisticien, c'est un gros mot. Donc il y a une bataille quand même à faire. Enfin, quand je dis une bataille, il faut être présent, il faut assumer qu'on est actuaire, membre de l'Institut des actuaires, et il faut continuer à... Pourquoi ? Parce que c'est le bien public. Parce qu'elles ont un biais, ces startups. Hein. Je vais juste dire un truc. Il y a eu une vague. Moi, je me suis fait un peu, non pas retoquer, mais enfin quand même par la belle Valéria, dont j'oublie toujours, Morin, je ne sais pas quoi, qui est députée responsable de la commission assurance pour le parti de la majorité, qui est une Ukrainienne, qui est d'ailleurs très, très sympathique, mais qui m'a dit, mais vous, les actuaires, vous êtes vieux, vous êtes toujours retournés vers le passé avec vos statistiques, utilisez donc des données du moment, les startups, etc. Alors j'ai creusé un peu et je me suis aperçue que qu'est-ce qu'elles font, les startups ? Elles leur vendent du bayésien, la statistique la plus traditionnelle, moi il y en avait déjà au début de mes études, c'est vous dire, et qui a été à la base du principe de crédibilité du bonus-malus auto. Hein, donc c'est pas... Eh bien, ça s'appelle une technique innovante maintenant. C'est bien que dans le rapport du groupe de travail du Trésor, qui a gobé ça et qui a mis innovante, je ne l'ai pas enlevé parce que c'est pas la peine de l'enlever. Mais sachez, et je vais d'ailleurs faire un groupe de travail avec des webinaires sur ce sujet du bayésien, réappropriez-vous le bayésien, parce que maintenant ce sont les startups qui le vendent comme innovant. Alors qu'en fait, il faut un a priori solide. Alors, parce que c'est bien le bayésien, parce que c'est pas la peine de faire un observatoire des données, on n'a pas besoin de données. Mais non, on s'en sort avec les données du moment, les données de l'intelligence artificielle. Donc, si vous voulez, là c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais cette concurrence, le numérique a introduit une autre concurrence, c'est celle des data scientists et des startups qui vendent leurs trucs. Alors, ils le vendent, alors notamment, tiens, par exemple, il y en a un, Dakar, je crois que ça s'appelle, avec d'ailleurs le neveu de Claude Bébéard qui est dedans. Et alors, ils ont un logiciel formidable. L'entreprise, ils n'ont besoin d'aucune information technique sur l'entreprise, et ils savent avec leur logiciel magique combien ils vont leur faire payer d'assurance cyber-risque, et puis voilà, vogue la galère. Donc, voilà où on en est. Donc, moi, j'ai connu ça dans les années, il y a quoi, 30 ans, 20-30 ans, dans le financier. Moi, j'étais donc responsable de gestion d'actifs et j'étais timorée. J'étais au Crédit Lyonnais et il y avait Hénin, le Mozart de la finance. C'était dans les affiches, il était en première page des journaux, le Mozart de la finance. Il faisait des merveilles. Alors moi qui faisais des choses propres avec les moyens qui commençaient à être mathématiques, à l'époque, c'était plutôt le début quand même. Et ben, j'étais timorée. Heureusement, le directeur général m'a soutenue. Mais j'étais une passéiste, j'étais bon. Et l'autre, il faisait n'importe quoi. On a vu ce que ça a donné. Hein. En finance, il y a eu plein de catastrophes. Là, on risque la même chose. Et donc, nous traversons une période où nous ne sommes pas à la mode. Mais il faut tenir bon, il faut faire notre boulot sérieusement, et il faut être présent pour permettre que ça reste
présent. Et donc là, moi, je suis contente de voir que dans ma petite expérience, qui est tout petite, mais si vous êtes tous à faire ça, ben on sera beaucoup plus nombreux. Et puis il y en a d'autres qui le font, hein. Je les ai cités, hein, les gens au début, hein, je suis loin d'être toute seule. Mais ce que je veux dire, plus on sera nombreux, plus ça ira. Mais finalement, on arrive, faut pas prendre les gens à rebrousse-poil, parce que si j'avais dit c'est pas innovant, je les aurais vexés, puisqu'ils se sont fait gober que c'était innovant. Donc il ne faut pas leur dire que ce n'est pas innovant. Mais après, il faut récupérer le truc et montrer que l'a priori, il faut qu'il soit solide, que pour qu'il soit solide, il faut qu'il y ait des données, etc. Parce que le gros problème, la grosse guerre en ce moment, et Nicolas en a parlé, c'est la guerre des données. Et donc, d'un côté, il y a des gens intelligents qui veulent capter les données, bizarrement, comme Amazon, et puis les assureurs ne les auront pas plus que les réparateurs, etc. Et donc, il y a cette guerre des données qui est fondamentale. Il y avait une autre question. Rien à voir avec le sujet, mais quand vous avez dit jusqu'en 2005, on n'est pas intervenu sur Solva 2, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de prémices de réglementation dans tous les sens et qu'on ne sait pas lesquelles finalement vont émerger, on ne peut pas se positionner partout, ou si ça n'a rien à voir et qu'il n'y en a pas tant que ça et que voilà. Écoutez, moi, c'est pas évident pour moi de répondre à votre question en ayant des éléments de preuve à l'appui. Donc c'est plus une intuition que je vous donne. Mon intuition, c'est que c'était quand même très laborantin. C'est que c'était un labo, les mecs réfléchissaient, ils étaient quelques dizaines. Hein. Que moi, les superviseurs que j'ai interrogés à ce moment-là, ils m'ont tous dit oh, ouais, on savait qu'ils discutaient de trucs, mais nous, on avait quand même autre chose à faire, quoi. Hein. On devait aller voir les boîtes, on devait écrire nos rapports, enfin voilà, la vie continuait, quoi. Et ce qui ne veut pas du tout dire que le superviseur s'y intéressait pas, puisque, là encore, les gens qui étaient dans l'entité assurance à la commission, pour ça, ils étaient missionnés. Donc c'était pas de la désinvolture, si vous voulez, mais il n'y avait pas non plus 120 000 personnes qui faisaient ça. Il y avait quelques personnes qui étaient dédiées à ça. Et les boîtes s'en sont rendues compte, pas forcément très très tard, hein, après, hein, si vous voulez, l'intervention massive des mutuelles pour que soit pris en compte la spécificité de leur mode de financement, c'est 2006. Donc c'est très très tôt en fait dans le process. C'est avant la stabilisation de la première proposition de directive. Donc c'est vraiment quelque chose... Les gens n'étaient pas complètement... c'est pas des abrutis, hein, si vous voulez, mais il y avait un côté laborantin. En tout cas, mon hypothèse, ça serait ça, c'est qu'on testait, on tentait, machin, et puis après ça, il a fallu commencer à sortir des textes, et à partir du moment où les textes sont sortis, les gens ont pu les récupérer, les lire, regarder, se dire qu'est-ce qui va se passer. Il y a eu des tests qui ont été faits. Bon. Et puis quand vous regardez l'évolution, par exemple, des entreprises qui répondent aux tests, au début, c'est quelques milliers. Très peu, à l'échelle européenne. Hein. C'est très très peu. Et puis à la fin, vous avez, quand les IOPA à la fin posent des questions, vous avez 30 000 réponses. Quoi. Ça devient complètement délirant. Donc évidemment, c'est des réponses qui ne sont pas lues. Hein. Mais qui... Je veux dire, c'est un dispositif qui me semble assez normal à certains égards. Hein. Et juste en complément, vous avez un manque de perception dans les entreprises, dans vos entreprises, de l'impact que ça peut avoir. Je vais prendre l'exemple de l'AI Act qui est en projet aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a mis un amendement. Vous pourriez vous dire c'est l'intelligence artificielle, donc ça va être du deep learning. Très bien. Bon, ok, on verra ça plus tard. C'est innovant, mais c'est pas du fondament. Il y a quelqu'un qui a mis dans l'amendement, ça serait bien que ça soit des statistiques, du bayésien. Ça veut dire que quand on dit IA, c'est tout ce que vous faites, tout ce que l'assurance fait depuis une centaine d'années. En gros, vous faites un tableau Excel pour faire une petite calcul. Ça va être considéré comme de l'IA. Et donc, toute la base de l'assurance, si l'amendement passe, parce que personne n'aurait fait attention, ça remet en cause tout notre travail. On va dire, ah non, avant de faire quoi que ce soit, il faut que ça soit certifié, etc. Donc il y a vraiment des enjeux d'un tout petit amendement quelque part. Le 200, en plus, vous avez 3000 amendements en ce moment. Donc si vous n'êtes pas attentif, et si collectivement on n'est pas attentif, ça nous retombera sur notre activité. Et on dira, attendez, les data scientists, ils regardent devant, et les assureurs, ils sont has-been, ils regardent derrière les actuaires. Donc, soyez assureurs, actuaires, innovants.
S'il n'y a plus de questions, comme en plus il est tard et que vous avez sûrement envie de déjeuner, on vous remercie vivement pour votre participation. On espère qu'il y aura quelques participants à des groupes de travail. C'est très stimulant et puis il faut rester en éveil. Et être actif, être acteur de notre avenir. Enfin, je parle pour vous parce que moi, le mien... Mais on a toujours un avenir. On a toujours un avenir. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis à bientôt. Si vous voulez vous inscrire dans les groupes de travail, vous pouvez voir avec Samuel ou avec moi ou avec Nicolas. Si vous voulez des renseignements, on est disponible. Vous pouvez nous envoyer un mail pour qu'on puisse échanger, prendre contact. Bon déjeuner, bon appétit. Au revoir.